De nos jours, le 14 juillet, on a toujours droit évidemment à un défilé de soldats à pied, mais on a aussi droit à un véritable show aérien de la patrouille de France. Mais en 1919, c'était pas du tout comme ça. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les aviateurs n'avaient pas le droit de défiler en avion, ils devaient défiler comme les autres au sol à pied. Alors évidemment, plusieurs de ces aviateurs ont trouvé ça injuste, et ils ont décidé, sans autorisation, de faire passer un avion sous l'Arc de Triomphe en plein défilé du 14 juillet. Alors pour cette mission délicate, ils avaient d'abord choisi Jean Navarre. C'était vraiment le mec idéal pour cette mission. C'était un très grand aviateur, il était réputé rebelle, il faisait que des conneries avec ses avions, et il avait notamment été décoré de la Légion d'honneur en 1915 après avoir réussi plusieurs missions spéciales durant la Première Guerre mondiale. Et il avait seulement 19 ans à l'époque. Essayez de vous souvenir où vous étiez vous à 19 ans et demandez-vous si ça méritait une Légion d'honneur. Mais le 10 juillet, à 4 jours du défilé, pendant un entraînement, il va percuter le mur d'une ferme et il va se tuer. Donc on décide de le remplacer par Charles Godefroy qui va accepter de relever ce défi. Bon, par contre, le vol il est repoussé, on le fera pas le 14 juillet, ça sera finalement le 7 août 1919, donc la même année. Et le 7 août, comme prévu, Charles Godefroy passe en avion sous l'Arc de Triomphe à peu près 140 km/h. Alors la manœuvre est parfaitement maîtrisée, par contre il va terroriser les gens au sol. Il y a des gens qui se mettent à courir un petit peu partout parce qu'ils savent pas ce qui se passe. Il passe aussi très proche d'un tramway, les gens à l'intérieur du tramway se jettent au sol, pareil ils savent pas ce qui se passe, ils entendent juste un gros bruit. Alors certaines personnes avaient été prévenues de ce qui allait se passer, donc il y a plusieurs photos et films de cet événement. Mais à l'époque, le préfet de police va interdire la diffusion du film, pour éviter que d'autres petits malins s'amusent à faire pareil. Charles Godefroy a arrêté l'aviation après cet événement, et on sait pas trop si c'est un choix personnel pour se consacrer à sa famille, etc., ou si ça lui a été plus ou moins imposé. Par contre, ce qu'on sait, c'est que bien des années plus tard, il a été décoré par la ville de Paris à titre posthume. Dans l'art chrétien médiéval, certains peintres mettaient sur leur illustration un parchemin sur lequel était écrit un texte. On appelait ce parchemin un phylactère. Le texte sur le parchemin en question permettait de donner la parole à un personnage de l'illustration, ou simplement d'apporter une information sur l'histoire qu'on était en train de regarder. Et avec le temps, ces morceaux de parchemin se sont retrouvés plus ou moins reliés à la bouche du personnage qui était en train de parler. Et le texte correspondait à un dialogue. C'est ni plus ni moins que l'ancêtre de la bulle de bande dessinée qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui, le nom un peu savant pour bulle de bande dessinée, c'est phylactère. Vous connaissez sans doute au moins deux noms, les îles Féroé. C'est un ensemble d'îles qui en 2010 comptait un peu moins de 50 000 habitants, donc c'est très peu peuplé. Et Google a jugé inutile de cartographier ces îles-là avec Google Street View. Sauf que évidemment, les habitants, eux, ils voudraient que ça se fasse quand même. Et comme on compte sur les îles à peu près 80 000 moutons, les habitants ont eu l'idée de les équiper d'une caméra à 360 degrés et d'un GPS, de façon à ce que ce soit eux en fait qui cartographient l'île et qu'on inclut ensuite les données sur Google Street View. Et donc ça donne à peu près ce genre de photo-là. Ce petit caillou a 3 millions d'années. Alors ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que ce caillou il ressemble un peu à un visage humain. Alors, on pourrait se dire que c'est une sculpture préhistorique, mais en fait pas du tout. Ce caillou il a été sculpté par la nature. Alors là vous êtes tous en train de vous demander pourquoi je vous parle d'un caillou qui a 3 millions d'années, puisqu'il a aucun intérêt. Ce qui est vraiment surprenant avec ce caillou, c'est qu'on l'a retrouvé en 1925 dans une grotte, et il était à 30 km de l'endroit où il était censé se trouver à la base. Autrement dit, il y a un homme préhistorique, ou peut-être même un enfant, qui a vu ce caillou, qui s'est dit tiens c'est marrant, on dirait un visage, il l'a ramassé, et il l'a ramené chez lui à 30 km à pied, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas de voiture. Représentez-vous ce que ça fait 30 km à pied dans une nature qui est un petit peu différente d'aujourd'hui. Donc il y tenait à son caillou. Alors je sais pas vous, ça engage peut-être que moi, mais moi je trouve ça fascinant qu'un Australopithèque, donc qui ressemblait à ça, qui avait pas de vêtements, pas de poche, rien du tout, ait gardé ce caillou pour le ramener en souvenir chez lui, et que 3 millions d'années plus tard, ce caillou se retrouve sur YouTube. Allez, bonne journée. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un asiatique qui récupérait plein de cailloux qui avaient des formes de visage humain pour en faire un musée. Ça se trouve c'était le descendant direct de l'Australopithèque dont je vous parle. Ça n'a aucun intérêt de dire ça et donc ça sera coupé au montage.